Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 3 juin 2021. Nous nous retrouvons, comme à notre habitude, à notre Agora, qui réunit tous les jeunes Africains qui sont à la recherche de connaissances qui doivent nourrir leur esprit à l'effet d'être perspicaces pour notre génération, pour semer l'avenir, un avenir meilleur, rassurant pour nos enfants. Vous savez ce que ça fait quand une génération vit dans l'ignorance. Tous les membres de cette génération donnent naissance à des enfants. Vous imaginez le contraire. Quand vous êtes une génération des gens éveillés et avertis, vous allez donner naissance à des enfants avertis. Sommes-nous victimes d'un système éducatif, raison pour laquelle quand nous finissons nos études, nous ne trouvons pas d'emploi? Sommes-nous victimes d'un système éducatif, raison pour laquelle quand nous sommes demandeurs de financement, nous n'avons pas assez au financement? Sommes-nous victimes d'un système éducatif, raison pour laquelle nous n'amenons pas à mener des débats de haut niveau pour changer notre projet de société? Quelle est la connaissance dont nous disposons à nos jours, nous, notre jeunesse? Si l'intention du colonisateur était juste de créer des pôles de personnes qui seraient en mesure de comprendre sa langue, pour mieux traduire ses pensées, pour mieux nous contrôler, pour mieux nous dominer, très tôt vous allez comprendre qu'il n'était pas dans la dynamique de nous transférer ce qu'on appelle la connaissance ou des compétences. Il y a ce qu'on appelle des transferts de connaissances ou de technologie à nos jours. Avant on parlait de transfert de connaissances, mais aujourd'hui on parle de transfert de technologie ou de compétences. Si le colonisateur avait pour intention unique de nous dominer, il savait aussi que la connaissance c'est le pouvoir. Sachant que la connaissance c'est le pouvoir, si nous transférait leur expérience relative au système éducatif, il nous donnait une arme pour lutter contre lui. Donc objectivement, il ne fallait jamais que les colonies africaines, les populations autochtones aient accès à la formation telle que eux, ils s'enseignent chez eux. D'où ils ont mis l'accent uniquement sur des langues. Un système éducatif qui n'a que de programme à l'intérieur, qui n'enseigne que des langues. Quand on revient en arrière, les sciences de la mathématique, physique et autres sont venues plus tard. On a mis l'accent sur ces sciences plus tard. Sinon au début, on ne parlait que le latin, le portugais, et nos parents étaient très fiers. Même le grec. Et dans la société d'avant, c'est quand tu parles plusieurs langues que tu es efficace. Dites-moi, en quoi est-ce que parler éveillé, Kabien Kotokoli, Mouba, vous êtes efficace? Question de bon sens. En quoi est-ce que parler plusieurs langues, nous sommes efficaces? Moi, je dirais que parler plusieurs langues, on est efficace parce que, d'abord, nous ne limitons pas ici au Togo. Quand tu quittes ici pour le Ghana, ce n'est pas le français, c'est l'anglais. Tu quittes à Abidjan, bon, on peut dire que c'est français là-bas, mais leur langue locale aussi est différente. Quand tu quittes ici pour aller au Niger,
Nigeria et ses consorts, les langues varient. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de connaître plusieurs langues. Quand je vais en Turquie, les Turcs parlent turc. Quand je vais en Chine, les Chinois parlent chinois. Pourquoi quand je viens au Togo, c'est le français qui doit parler? Vous avez cité les pays africains et vous avez cité les langues étrangères. La langue était le premier élément que le colonisateur voudrait nous imposer pour confirmer sa domination sur nous. Et pour faire disparaître nos langues africaines. Ils ont fait d'une pierre de plusieurs coups. En même temps, ils sont parce que après la balkanisation de l'Afrique, à la conférence de Berlin, ils ont morcelé donc le continent, ils se sont partagés les pays. Maintenant, il fallait nous sauter une partie de notre identité par la langue, donc nous imposer leur langue, nous empêcher de parler les langues qui auraient pu nous réunir. Parce que quand on prend par exemple une langue comme le Haoussa, combien de pays parlent Haoussa? Quand on prend une langue comme le Swahili, c'est parlé en RDC, c'est parlé en Ouganda, c'est parlé en Tanzanie, c'est parlé au Kenya, c'est parlé au Burundi, au Rwanda, c'est parlé... Vous voyez, tous ces pays-là. Pardon, plus le... Oui, bien sûr l'Afrique centrale. D'accord? Bon, donc, c'est pour nous imposer. L'autre élément aussi qu'on nous a enlevé, c'est aussi la religion. Parce qu'on nous a dit que toutes vos religions africaines sont des religions sataniques. Donc, la religion des envahisseurs, des dominateurs, c'était le christianisme. Avant le christianisme, c'était l'islam. Ça venu des pays arabes. On a imposé aux pays comme par exemple le Mali, le Niger, la Guinée, etc., le Nigeria, etc., etc. Quand les Blancs aussi sont arrivés, ils nous ont imposé leur langue, leur religion, le christianisme. Voyez-vous, et ça nous a obligés à oublier nos religions africaines, dites religions sataniques. Voilà quelques éléments de notre identité qu'on nous a enlevés. Donc d'office. Ok, le camarade, je vous écoute d'abord. Ok, j'aimerais ajouter également quelque chose. C'est que la langue nous a été imposée pour comprendre les colons et non les colons de nous comprendre. Voilà. Merci. Non, c'est un instrument de domination forcément. C'est en cela que c'est un instrument de domination. Voyez-vous, pour les comprendre, mais consciemment pour nous empêcher de parler nos langues, de nous entendre entre nous Africains. Par exemple, moi j'ai honte, quand je dois m'adresser à un Gabonais, forcément je dois parler français. Pendant ce temps, s'il y a un Français à côté, il écoute. Vous voyez, quand je dois m'adresser à un Ghanéen, au lieu que je lui parle éveillé, parce qu'il y a des éveils au Ghana, je suis obligé de lui parler anglais. Pour que l'étranger là, lui puisse comprendre. Moi, je me rappelle que j'étais au Brut, il y avait un Burundais, il s'appelait Bizimana. Bizimana, c'est plus tard que nous avons su qui il était. Vous savez, il recevait de la correspondance de son pays d'origine. Et tout ce qu'il recevait était écrit dans leur langue, en Kirundi. Mais moi j'ai trouvé ça formidable. Écrit correctement, hein. Comme on écrit le français ou l'anglais, c'est dans leur langue du Burundi. C'est une force. Voyez-vous, ça aussi c'est un pouvoir qu'ils nous ont enlevé. Empêcher les Africains de communiquer entre eux sur un grand espace. Parce que pour eux, l'objectif, un des objectifs, c'était de faire disparaître nos grands royaumes. D'accord? Ce sont eux qui sont venus avec la notion de pays. À la suite de la balkanisation de l'Afrique. Donc les royaumes, donc parce que par exemple il y avait un roi en RDC
dont le pouvoir s'étendait de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique australe, vers l'Afrique du Sud. D'accord? Imaginez-vous que ce roi, ce souverain, donne des consignes à respecter à son peuple. C'est pratiquement le tiers de l'Afrique qui va, disons, se conformer à ce qu'il a dit. Et ça, ce n'est pas l'avantage des dominateurs. C'est que le problème, c'est une analyse comme ça que vous suivez, que je suis en train de faire. Ça devrait nous réveiller pour faire en sorte que nous puissions maintenant faire en sorte que nos langues africaines, que quelques langues africaines qui sont parlées par plusieurs pays, reviennent sur la sellette. Que nous puissions les réapproprier. Pour que quand nous exprimons, nous communiquons entre Africains, que cela soit entre nous Africains. C'est très important. Vous voyez pourquoi ils ont consacré dans notre système éducatif 13 années juste pour obtenir le bac, que ce soit technique, que ce soit général. Nous faisons 13 ans. On fait le calcul. Au cours primaire, on fait combien d'années? Au collège, on fait combien d'années? Au lycée, on fait combien d'années? Ça fait combien au total? 13 années de vie pour un Africain, juste pour savoir lire, sans compter les échecs. Juste pour savoir lire, écrire et parler la langue de l'étranger. Vous savez, ils nous ont tués avec ce système. Vous allez voir plus tard qu'un des pouvoirs qui gouverne ce monde, c'est le pouvoir de l'information, de la communication. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de milliards de dollars les grandes puissances investissent dans ce qu'on appelle des renseignements. Et des renseignements vont des fois jusqu'à l'écoute des citoyens. Puisqu'ils savent qu'ils doivent nous dominer, ils nous imposent une langue pour que nous oublions nos langues. Tout ce que nous disons, les Occidentaux sont au courant. Je parle à Maxime, ce n'est qu'en français que je vais lui parler au téléphone. Et tout ce que je dis, les Blancs sont au courant. Il n'y a pas de secret. Et c'est par là qu'ils anticipent sur nous dans tous les domaines. Ils savent que les Africains réfléchissent aujourd'hui comme ça. Ils anticipent en même temps parce qu'ils les écoutent. Imaginez un instant que je parlais ici en Kirundi. Ils vont mettre du temps pour décoder ça. Ceux qui font l'informatique. Les langues dans lesquelles les ordinateurs parlent, c'est quelle langue? En fait, c'est un code binaire. C'est un code binaire mathématique. Et quand on revient maintenant vers la langue parlée, la langue officielle de l'informatique, c'est l'anglais. Oui, c'est l'anglais. C'est l'anglais, bien sûr. Et pourtant, quand on remonte à l'histoire, la mathématique vient de l'Afrique, de l'Égypte antique. On est d'accord? Comment est-ce que c'est possible que la mathématique qui vient de l'Égypte antique, qui a été écrite dans la langue africaine, cette même mathématique, à partir de laquelle on crée les ordinateurs, on officialise maintenant une langue pour revenir nous enseigner la même chose? Et nous sommes perdus. « 13 années, plus 6 ans, avant de commencer l'école. Ça fait combien d'années? Pardon? Ça fait 19 ans. Un jeune Africain perd 19 ans de sa vie à ne rien faire, en étant un cas social. 19 ans de sa vie. 19 ans pour obtenir le bac, juste pour savoir lire et écrire et parler la langue française, allemande ou tout ce que vous voulez. Pensez-vous que cet Africain, ce citoyen qui a perdu 19 ans de sa vie juste pour apprendre à parler la langue étrangère est un acteur ou est-il utile à sa société? Pensez-vous 19 ans de vie
juste pour étudier comment parler la langue étrangère. En sommes-nous utiles à notre société? La réalité, c'est que c'est à cet agora que nous nous rendons compte que ce nombre d'années a servi seulement que pour apprendre une langue. C'est ce qu'il faut retenir le plus. Tout le monde n'a pas cette conscience-là que tout l'effort que nous avons fait à étudier, ça n'a servi qu'à cela. Merci beaucoup, camarade Julien. Comme vous pouvez le savoir, l'Agora, c'est un cas de réflexion sur les faits de société, ce que nous vivons tous les jours. Ça fait 19 ans que nous perdons. Vous prenez au même moment un enfant africain qui n'est pas assez à la civilisation, comme on le dit, né au village. À 10 ans déjà, vous savez ce qu'il a? Il a déjà une portion de terre. Il est cultivateur. Il a un champ de maïs. Il est acteur économique déjà dans sa communauté. Un instant. Il est pasteur de brebis, de chèvres, de moutons, de bétail. Donc il a déjà son capital en élevage. À 10 ans. Et encore, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui n'a pas adhéré à ce système, en fait à l'Occident, en fait à la langue étrangère, c'est que cette dernière, quand elle parle, vous allez sentir que c'est un homme qui parle. C'est-à-dire il parle avec des adages, avec des mots, des termes. Vous saurez que vraiment le gars là, il a une sagesse, il a une connaissance. Par contre, quand vous prenez quelqu'un qui a fréquenté pendant 19 ans ou bien 13 ans, quand il parle, disons notre langue nationale même, vous allez sentir que bon, en fait c'est pauvre, voilà. Dans la langue étrangère, il n'est ni riche dans la langue locale. C'est le résultat. Il est hybride. Il n'est ni à gauche ni à droite. À 18 ans, la société compte sur lui. On lui donne une femme. Il a maintenant un territoire plus vaste à cultiver. Il cultive, il a des greniers. Il est autosuffisant dans sa communauté. Il vend le surplus pour faire face à ses besoins autres que primaires. Il est un acteur économique à 18 ans. Pendant qu'à 19 ans, on est encore élève un cas social. On est au dépend de nos parents. Non, on est au début même de se chercher. Parce que ça ne fait que commencer. Puisque si tu as la chance même d'aller jusqu'au doctorat, c'est maintenant que tu commences à te chercher. Après ton doctorat. Parce que l'emploi ne t'est pas garanti. Et tu es incapable de créer ta propre entreprise. Parce que la formation que tu as reçue ne te permet pas de créer ton entreprise. Puisque tu ne sais même pas ce dont tu es capable. Ce que tu peux créer. Quel emploi tu peux créer pour t'autosuffire et employer d'autres personnes. Merci beaucoup. Dans ce cas, il n'y a pas encore un cas social. Hein. Il a un cas. Parce qu'il il a un cas. Maintenant, il faut prendre le temps pour voir si c'est un cas social ou bien quel cas on va lui attribuer. Voilà. Ok. Revenons. Nous parlons du système éducatif dans tous les pays africains confondus. Il ne s'agit pas du Togo seulement. On est d'accord? Revenons maintenant dans le système éducatif européen. Je vais prendre le français, le système éducatif français. Je reviens là-dessus. J'ai 5 enfants. Mais je vais vous faire un point qui va vous donner matière à réfléchir. Ma dernière fille a 5 ans. Elle fait moyenne section comme je le disais tantôt.
Elle revient de l'école, elle dit, papa, les composants de l'ordinateur, il y a l'unité centrale, il y a la souris, il y a le clavier. Vous prenez un enfant de son âge, dans le système éducatif, vous ne connaissez même pas ce que c'est que l'ordinateur pour commencer. On est d'accord? Il y a parmi nous-mêmes ici qui on demande, nous sommes des vieux ici, hein. Quels sont les composants? Là, on va faire le parallèle entre le système français et le système togolais. Mon fils est né, 16 ans, il est en première. Quand nous finissons de faire l'agora, c'est lui qui prend l'audio, il fait le montage. J'avais son âge. Je ne connaissais même pas. Ok, même aujourd'hui même, ce qu'il fait en première, je ne peux pas faire. Vous savez pourquoi? Le système dans lequel il évolue est différent du système togolais. Et sur le territoire togolais, pire encore, c'est sur le territoire africain. Qu'on enseigne ces choses aux gens, comme si c'était des privilégiés. Et pire encore, c'est les Togolais qui enseignent là-bas. Ce qui est pire dedans, ce sont les Togolais qui enseignent dans les lycées français. En fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est que le système colonial est formaté à ce que l'Africain n'ait pas accès directement à la connaissance au début. Parce qu'ils ne sont pas venus, en fait, pour nous aider, mais pour nous exploiter. Comment se fait que dans un même pays, la France s'est implantée au Togo et enseigne son système éducatif? Au même moment, le système éducatif togolais est assez bas. Voici ma réponse. Je préfère me lever. Voici ma réponse. Ce n'est pas la France qui peut être accusée dans ce cas, puisque nous sommes indépendants. Vous êtes d'accord? Indépendant veut dire que nous disposons de nous-mêmes. D'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons pour améliorer les choses? Depuis si longtemps, nous avons des pédagogues, nous avons des inspecteurs de l'éducation, n'est-ce pas? Des gens qui ont été capables de créer des ouvrages didactiques, c'est-à-dire d'enseignement, n'est-ce pas? Nous avons des historiens, oui ou non, qui connaissent l'histoire du Togo avant, pendant et après les indépendances. D'accord? Qui savent ce qui va mal chez nous. Ce que les Blancs nous ont pris, ce que les dominateurs nous ont pris. Cela veut dire, et nous avons également des politiques, des gens qui ont une idée de la gestion de la cité, qui peuvent prendre de bonnes décisions. Qu'est-ce qui oblige ceux-là qui ont à leur place stratégique, dans leur position, ceux-là qui peuvent changer les choses et qui ne les changent pas? Par exemple, moi je pensais que à l'arrivée de la Covid, que ça va être une occasion pour l'État de revisiter les programmes scolaires pour débarrasser nos programmes des différents niveaux d'enseignement de tout ce qui est inutile. C'est ce que je pensais. Que par exemple le Togolais n'a pas besoin d'apprendre par exemple l'Union soviétique, l'Algérie, le Brésil, l'Indochine, les foutaises, les tas de foutaises qu'on nous enseigne. Mais je suis curieux de voir que c'est comme si de rien n'était. À quoi servent nos inspecteurs de l'éducation? Qu'est-ce qu'ils proposent à l'État? Est-ce qu'ils ne sont pas capables de concevoir des programmes adaptés à nous, Africains, et également tenant compte de l'évolution technologique du monde, pour faire en sorte que ce que nous n'avons pas eu la chance d'apprendre, que nous, nos enfants, puissent l'apprendre? Cela veut dire que nous sommes là, nous regardons en l'air, nous portons des titres que notre comportement ne prend pas en compte. Nous ne répondons pas
l'espoir que le pays a placé en nous de par notre formation. Et puis ce que je vous dis, c'est tellement grave. Ça fait pleurer. Ce que je vous dis, que nos programmes d'enseignement soient truffés, soient bourrés d'inutilité. Quand moi je vois la manière dont, par exemple, mon fils, qui a également 16 ans, qui est en classe de première, mais qui n'est pas dans le système français, je parle de Ben, comment ce petit est, je dirais, est malmené, torturé. C'est-à-dire que même pendant les congés de Noël, les congés de Pâques, ils vont à l'école. Mais écoutez, l'enseignement c'est un peu comme, disons, l'alimentation. Vous donnez à manger à quelqu'un, vous devez lui laisser le temps de digérer. Maintenant, on les bourre, on leur donne n'importe quoi, on leur prend leur temps de repos, leur temps de loisirs, leur temps d'études à la maison, parce que l'étude, ce n'est pas seulement ce qu'on vous donne à l'école. C'est que vous devez avoir le temps maintenant de lire les cours, de faire les exercices et de les assimiler pour être comme l'enseignant. D'accord? Maintenant, on vous prend tout ce temps-là. Et chaque jour, vous recevez des cours que vous n'avez pas le temps d'assimiler. Et les cours que vous recevez même, ce n'est pas des choses qu'on devrait vous donner. Arrivé à un moment, j'ai peur que mon enfant craque. Parce que ça n'est trop. Vous voyez ça? Donc c'est un peu la réponse à ta question. Est-ce que nous-mêmes, nous nous prenons en charge? Nous sommes indépendants, mais nous nous comportons comme si nous n'avions pas la possibilité de nous prendre en charge. Nous sommes encore comme des enfants. Et ça fait plaisir aux dominateurs. D'accord? Merci beaucoup, camarade Julien. Je passe la parole au camarade Paul. Ok. Je remercie le camarade Julien. Je remercie aussi le camarade qui a posé la question. Au fait, le problème de l'Afrique, bien du Togo, c'est un mot de 3 lettres. C'est oui, on va le faire, et on le fait. Non, on va pas le faire, on ne le fait pas. Et est-ce que... La 3e lettre. Pour le moment. Et est-ce que le Togo ou bien l'Afrique n'a pas des hommes compétents? Je dirais, on a des hommes compétents. Mais l'homme placé dans un milieu, il est influencé. Disons, quel est le système de gouvernance que nous avons? Quelqu'un peut vouloir rentrer dans l'administration avec la volonté de changer les choses. Mais quand tu rentres, tu vois que le système qui est mis en place s'impose à toi. Si nous voyons dans la réalité, même les décisions politiques que nos gouvernants prennent, ce ne sont pas eux qui les prennent. Parce qu'il y a une politique extérieure qui est dictée à l'Afrique que volontairement nos gouvernants ont accepté de nous imposer. Volontairement, ils ont accepté volontairement que ce système soit appliqué en Afrique. On n'était pas obligé, ils n'étaient pas obligés de l'accepter. Volontairement, nous devons retenir. Bon, une fois, je crois que le camarade Julien a eu à signifier ici que le problème, en fait, de l'Africain, surtout l'Africain d'origine colonisé par les Français, le problème des francophones, surtout, c'est que c'est un problème mental. Le problème est mental. Parce que je ne peux pas comprendre que nos dirigeants acceptent un modèle de formation dans le système éducatif. Ils acceptent un modèle de formation et qu'au même moment, ils préfèrent par exemple embaucher sur le territoire leurs enfants ou bien des gens qu'on amène à aller enseigner par exemple, et ils préfèrent amener les enfants pour qu'on les enseigne ailleurs, qu'on les inculque de certaines valeurs. Et ils acceptent toujours comment on appelle, un système éducatif qui a beaucoup de lacunes. C'est ça, c'est que c'est mental. Ok, merci. Bon, moi, je voulais revenir un peu sur l'exemple que vous avez donné concernant votre enfant, enfin, votre petit de 5 ans. Et pour dire quoi, au même moment, quel autre, déjà au CPI,
on enseigne les différentes parties d'un ordinateur. Au même moment, au collège, on nous enseigne, on enseigne à nos jeunes frères à dessiner les criquets et les mantes religieuses. Et déjà, les mantes religieuses, on ne sait à quoi cela sert. Donc pour dire que aujourd'hui le constat est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme on le disait, c'est vrai, on a des compétences, on a des intellectuels, mais je préfère plutôt emprunter les termes de Nicolas Lawson qui dit que en fait nous avons des intellectuels tarés et dégénérés et qui ne tiennent qu'à leur titre. Professeur, quand vous voulez appeler docteur, quand vous l'appelez et vous ne mettez pas ça, vous avez des problèmes. Mais pourtant, en réalité, c'est une coquille vide. Sinon, de la même façon, par la semaine passée, on a organisé un colloque à l'université de Lomé sur le co. C'est comme ça aussi on pourrait faire cette histoire d'états généraux et voir qu'est-ce qu'il faut maintenant refaire au niveau du système éducatif pour qu'on puisse avancer, pour que déjà après le bac, que l'homme ne pense plus trop à la fonction publique mais plutôt à s'auto-employer et à employer peut-être d'autres personnes. Je remercie toujours l'orateur parce que chaque séance que je participe ici me donne toujours de nouveaux éléments. Même moi, le problème du Togo, surtout, c'est un manque de civilisation au niveau de nos gouvernants. Vous savez, si M. King, aujourd'hui, il essaie de dépenser à un niveau pour mettre l'état de ses enfants à un niveau, bon nombre de Togolais qui auront même niveau, même capacité financière que M. King préféreront que leurs enfants aillent à l'école publique de Bekouta. Ça, c'est la mentalité d'abord de Togolais. D'accord? Maintenant, nos dirigeants, la qualité, quand tu es civilisé, il y a notre regard, c'est-à-dire que tu vois autrement. Tu ne vas pas attendre quelqu'un de l'autre côté qui devait venir vers toi et te montrer quoi faire. Toi-même, tu fais une bonne lecture. C'est comme tu es civilisé. Quelqu'un qui a acheté un pagne de 6 000, toi, vu ta capacité, tu préfères acheter un pagne c'est-à-dire une Hollande par exemple, ou bien Vlisco. Mais il y a Togolais qui vont avoir les mêmes capacités financières. Mais lui va préférer acheter quelque chose de 6 000 parce qu'il se sent à l'aise dedans. Et maintenant, aux côtés de nos gouvernants, quand tu vois tout, pour moi, je me dis que c'est un manque de civilisation. Quand tu vois clair, le papa voit clair, les enfants sont mieux traités. Merci. Alors, merci camarade. Il résume le fait que nous demeurons toujours dans le même système éducatif qui a connu la dernière réforme depuis 1975 par le manque de civilisation de nos gouvernants. Au-delà de cette analyse, il est à rappeler que c'est très alarmant parce que celui qui veut garantir un avenir meilleur pour ses enfants doit leur garantir aujourd'hui la qualité de la connaissance que ses enfants reçoivent. On est d'accord? La qualité de la connaissance. L'agora passée, je vous disais que les Britanniques ont l'habitude de prononcer cette parole que la connaissance est le pouvoir. Knowledge is power. Mais au même moment que la connaissance est le pouvoir, l'ignorance aussi c'est quoi? L'ignorance, en tout cas moi je pense que c'est une malédiction. Une vraie malédiction. L'ignorance est la mère de la pauvreté et de la misère. Si vous voyez tous les pays africains regroupés communément pauvres et miséreux, c'est parce que nous sommes ignorants.
Et cette ignorance, nous la cultivons dans notre système éducatif. Raison pour laquelle nous posons la question légitime qui est: quel enseignement pour une vraie capitalisation des citoyens, pour un réel développement? Pourquoi passer 13 années juste pour parler français et anglais ou espagnol? À quoi ça répond? Quel est le projet qui est derrière cela? Qu'au même moment que nos enfants perdent 13 années pour étudier et arriver à avoir le bac et ne sont utiles nulle part sur le marché de l'emploi, au même moment, dans le système européen, dans le système éducatif européen, dès que l'enfant a 13 années d'études, il est opérationnel. Il peut intervenir à un niveau dans l'entreprise. Au même moment. Est-ce que tu comprends? Si mon enfant de 16 ans, qui fait déjà les montages audio et vidéo, si après son bac, il pourrait même déjà faire le stage et travailler dans une structure de communication. Ou de télécommunication. Ou de télécommunication. Vous savez, là où les choses ratent, c'est que nous n'intégrons pas la notion de vision. Quand on met en place un programme, une politique, quelle est la vision? Qu'est-ce que nous voulons? Quel changement nous voulons voir se produire? Quand nous formons nos enfants, qu'est-ce que nous voulons qu'ils deviennent après? C'est ça ce que nous ne définissons pas, qui fait que nous nous perdons. Vous savez, il y a un aspect de l'éducation que nous ratons dans toute la foutaise du programme, si vous permettez. Il y a quand même un élément important, mais que nous banalisons: les semaines culturelles. Les semaines culturelles auraient pu être des occasions exceptionnelles pour découvrir le talent de chaque élève et l'orienter en conséquence. D'accord? Parce que ça devrait permettre que on donne l'occasion à chaque enfant de s'exprimer, de montrer la manière dont il voit la vie, ce qu'il pense qu'il est capable de faire. Moi, je me rappelle qu'au lycée technique, c'était en quelle année? J'étais en classe de première. Qu'est-ce que moi j'avais fait? Comme vous avez dit sur une culturelle, j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire. Bon, je savais que j'écrivais très bien. J'ai repris l'hymne national. En ce moment-là, l'hymne qui était à la vogue, c'était Écartons tout mauvais esprit, n'est-ce pas? Je vous assure que j'ai repris l'hymne national en caractère gothique et en lettres d'or. D'accord? Les gens se sont demandé comment j'ai pu. Et quand j'ai produit ça, le ministre Kofi Edo, paix à son âme, il est parti, c'était l'ancien directeur du collège protestant, qui était donc nommé ministre de l'enseignement primaire, non, enseignement technique et professionnel. Un barbu là, à Koso. Il était arrivé, il faisait le tour, il voyait tout ce que nous avions fabriqué, tout cela. Il est arrivé à ce niveau, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il voit l'hymne national écrit, c'est-à-dire le titre, et le... Mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Et j'étais derrière et j'ai levé la main, je dis, monsieur le ministre, c'est moi. Vous vous appelez comment? J'ai donné mon nom, il dit, mais... Et je ne quitte pas le lycée technique là, sans ce tableau dans ma voiture. C'était devenu une bagarre entre lui et monsieur Bataba, le professeur du lycée technique. Bataba disait que ce tableau avait sa place dans son bureau. Alors, le constat, l'état des lieux, on peut passer toute la nuit à faire l'étalage. On ne pourrait pas s'arrêter. Ce qu'il faut retenir, c'est que le système éducatif dans lequel nous avions évolué jusqu'à ce jour n'est pas de nature à garantir aux Africains des esprits avertis, des compétences avérées,
et la perspicacité pour porter une vision de développement de nos pays basée sur l'humain. Quand on nous endorme en disant oui, l'Afrique est riche, mais pauvre, ça, on nous endort. On n'est pas riche. Pourquoi on n'est pas riche? Quand vous voyez Singapour, c'est un pays riche, il n'y a rien dans son sous-sol. Vous voyez la France, c'est un pays riche, il n'y a rien dans son sous-sol. Vous voyez la Suisse, c'est un pays riche, il n'y a rien dans son sous-sol. Et tous ces pays européens là, ils n'ont rien. Mais comment? Qu'est-ce que vous appelez richesse de l'Afrique et puis on est pauvre? On n'est pas riche, nous sommes pauvres, terminé. Il n'y a de richesse que d'hommes valorisés. Il n'y a de richesse que d'hommes valorisés. Il n'y a de richesse que de capital humain. Et c'est sur ça, c'est à partir de ce capital que les économies des pays puissants économiquement ont été fondées. Et non sur les matières premières. C'est quand ils sont arrivés à un niveau de développement qu'ils ont découvert d'autres technologies, qu'ils ont senti le besoin des ressources naturelles qu'ils sont venus vers l'Afrique. S'ils n'avaient pas besoin, ils n'allaient jamais venir en Afrique. Vous devez le savoir, que bientôt le chocolat ne viendra plus des plantes. Et le Ghana et la Côte d'Ivoire, leur économie vont s'effondrer. L'économie des pays exportateurs de pétrole va chuter bientôt parce qu'avec les énergies renouvelables, on n'aura plus besoin de leur pétrole. Vous voyez, donc des pays comme le Nigeria, le grand Nigeria, se tiennent la tête. Ah oui. Voyez-vous, les gisements miniers, quand les gens de l'intelligence, ils font les recherches dans les laboratoires, ils trouvent des alternatives, des supplétifs pour ne plus dépendre de ça, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas ça. Maintenant, ils vont trouver d'autres moyens, d'autres matières pour ne plus avoir besoin de ça. Vous avez ça, mais vous serez pauvre avec. C'est là où le monde va aujourd'hui. Donc quand vous dites que oui, l'Afrique est riche, arrêtez en même temps. Notre pauvreté vient du fait que nous sommes ignorants et que nos systèmes éducatifs ne nous garantissent pas d'être riches. La richesse vient de la connaissance, car le pouvoir vient de la connaissance. Quand on parle de pouvoir, c'est pouvoir économique et pouvoir politique. Vous n'êtes pas riche, vous n'aurez pas le pouvoir politique qu'il faut, vous n'avez pas le pouvoir économique qu'il faut. Parce que vos réformes que vous allez faire ne seront pas en adéquation avec vos besoins. Parce que vous êtes ignorants. Perspective éco-souverainiste. Qu'est-ce que les éco-souverainistes pensent du système éducatif qui devait garantir un citoyen perspicace dans un système économique dont il est acteur? Nous pensons que les 6 premières années que nos enfants font à l'école devaient leur permettre d'apprendre à parler entre eux, à communiquer entre eux. Ils ont choisi la langue de communication entre eux. Les 6 premières années, que les enfants apprennent à communiquer entre eux, à découvrir l'écriture. Parce que l'écriture est très importante, les 6 premières années. Si vous choisissez que c'est la langue française, il faudrait que les 6 premières années permettent aux enfants à savoir écrire cette langue. Si vous décidez que ce soit le cabier, il faudrait que les 6 premières années servent aux enfants à écrire cette langue. Si vous décidez que ce soit Kirundi, il faut que les 6 premières années servent à écrire cette langue. Parce que le parler, il parle déjà. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est le point de vue de l'éco-souverainisme, en perspective. Nous prenons 4 années au collège. Qu'est-ce que nous pensons de ces 4 années? Pour nous, c'est inutile. 4 années dans le système actuel servent à faire la géographie, la géologie, SVT, la physique, la géométrie, à découvrir ces choses. En quoi est-ce que la géographie m'a aidé moi dans ma vie? La géologie, avec le professeur Tétera au collège Tokenor, je ne sais pas s'il vient encore ce monsieur, il nous a pratiqué avec la géographie. Tétera, il avait les cheveux comme Bomalé. Vous connaissez Tétera? Un puissant monsieur. Il me connaît toutes les roches. Mais les roches, ils lui ont permis de faire quoi? Il y a les mêmes
année de s'éveiller, il y a eu une éruption de volcan. Et ça a tué beaucoup de personnes à Goma l'autre fois. Mais il y a ces volcans, il y a ces géologues en Afrique. Ils ne peuvent même pas détecter les signes avant-coureurs d'une éruption de volcan. À quoi ça sert là? Climatologue. Les climatologues, ceux-là qui font même des mauvaises prévisions. Quand on vous dit que il va pleuvoir, c'est le jour où il fait le plus chaud. Alors, nous pensons que au lieu de 4 ans, on ramène 3 ans l'année de collège. Et ces 3 ans d'année de collège serviront à faire découvrir les métiers, les corps de métiers que compose l'économie de notre pays. Les 3 années. Au collège, on ramène ça à 3 ans au lieu de 4 ans. Et les enfants vont découvrir les corps de métiers que compose l'économie. Vous savez, la sociologie, c'est un métier. On appelle ça un métier intellectuel. La comptabilité, c'est un métier. On appelle ça un métier intellectuel. L'anthropologie, c'est un métier. On appelle ça un métier intellectuel. La maçonnerie, on appelle ça un métier pratique. La couture. Citez-moi tout ce que vous pouvez avoir. Menuiserie, la plomberie, l'électricité, le froid. Ce sont des métiers que compose notre économie. Les 3 années permettront aux enfants de découvrir les métiers que compose l'économie de notre pays. Je dis bien 3 années, classées étape de découverte des métiers. Nous ramenons à la 3e étape de du système. C'est l'année du lycée. Les années du lycée, l'élève va choisir maintenant un métier. Il choisira d'être comptable et il va faire comptabilité 4 ans. S'il a choisi d'être sociologue, il va faire la sociologie pendant 4 ans. S'il a choisi l'anthropologie, il fera l'anthropologie pendant 4 ans. Et quand il a fini ces 4 ans, ça fait 13 ans totalisés. Aujourd'hui, c'est sanctionné par un baccalauréat, n'est-ce pas? Ça va être sanctionné par un DT, un diplôme de technicien. Diplôme de technicien. Les 13 années dans le système éducatif éco-souverainiste seront sanctionnées par un diplôme de technicien. Quelqu'un qui est opérationnel sur le marché de l'emploi. Systématiquement. C'est-à-dire que si tu es comptable, tu as fait 4 ans de comptabilité, tu dois pouvoir intervenir en entreprise. Parce que c'est un système dans lequel on fait formation-emploi. Formation-emploi. Vous avez les nombres d'heures pour aller sur les cours, vous avez des nombres d'heures pour aller en entreprise. Et quand vous finissez dans un système éco-souverainiste, on ne va plus jamais vous demander le nombre d'années d'expérience. Parce que vous avez déjà eu l'expérience pendant que vous étudiez. Vous faites stage et formation en même temps. Si au cours de l'année, au cours de la semaine, vous avez 30 heures de formation, il y a 20 heures réservées à la théorie et 10 heures réservées à la pratique en entreprise. Donc vous pratiquez votre métier dans l'année du lycée, qui va durer 4 ans. Et quand vous finissez, que vous obtenez votre bac, 13 ans d'études, vous détenez un diplôme de technicien. Et vous avez l'aptitude d'intervenir dans une entreprise à un certain niveau. Et vous allez voir, ceux qui sortiront mécaniciens, ils vont être en mesure de réparer des véhicules à ce niveau. Ceux qui sortiront menuisiers, ceux qui auront le diplôme de technicien en menuiserie, ils vont intervenir sur un chantier à ce niveau. Et ce sont des professionnels. Ceux qui vont sortir couturiers, ils vont intervenir. Ils seront des stylistes ou tout ce que vous voulez. Vous verrez tout simplement que vous donnez matière à tout citoyen d'être opérationnel. Il décidera de créer son entreprise ou alors de travailler chez quelqu'un ou de continuer à l'université. Celui qui veut continuer à l'université, il fera maintenant brevet de technicien supérieur. Après, il passera à l'ingénierie. Si tu as commencé, que tu as fait 4 ans de comptabilité pour avoir le TT et que tu veux continuer à l'université, tu sais que 2 ans après à l'université, tu auras le BTS, ce que l'équivalent de BTS aujourd'hui. Après, vous aurez tout ce que vous avez pour après. Pour ceux qui décident de continuer à l'université. Mais ceux qui décident de s'arrêter après le bac, ils sont opérationnels et immédiatement consommés par le marché de l'emploi.
nous réduirons systématiquement le taux de chômage dans nos pays. Le chômage dans nos pays est dû au fait que notre formation n'est pas en adéquation avec le besoin de notre milieu, de notre marché de l'emploi. Quelqu'un qui a eu la maîtrise en géographie, dites-moi en quoi est-ce qu'il est utile dans une entreprise. Quelqu'un qui a eu l'agrégation en lettres modernes, en quoi est-ce qu'il est utile dans une entreprise? Dites-moi, monsieur l'expert comptable, quand vous avez bac plus 4 en comptabilité à l'université à l'université de Lomé, en quoi est-ce que vous êtes utile en même temps? Je pense que vous devez nous donner un exemple. Celui qui a eu la maîtrise en comptabilité à l'université de Lomé, est-ce qu'il est opérationnel en même temps en entreprise? Oh, merci beaucoup, vous l'avez déjà dit. Et la théorie, bon, ça constitue la base, mais ce n'est pas ça. Et la preuve, bon, si je donne mon cas, on avait fréquenté, mais si tu veux déposer ton dossier de gauche à droite, on dit que tu dois avoir l'expérience. L'expérience, c'est sur le terrain, c'est dans les entreprises. Et aussi, aujourd'hui, ce qu'on voit, même les gens détenant des diplômes master 1, master 2, je leur pose la question dans leur propre domaine, ils n'arrivent même pas à répondre. Parce qu'il n'y a pas la pratique. Donc, merci bien. Merci, camarade, pour ta réponse. J'ai aussi ma réponse à cette question. Au lycée technique, en tout cas, on était parmi les étoiles au lycée technique. Pour ceux qui ont fait le lycée technique, ma promotion, Pascal Bodjona est un témoin. Quand on cite les étoiles, on nous citait. C'est sans fausse modestie. D'accord? Et un jour, le professeur Bataba m'a approché, il me dit, Agbessi, qu'est-ce que tu veux faire après le bac? Il était en ce moment président de la Commission nationale des bourses. Il était très puissant. Koutakou Bataba était questeur à l'Assemblée nationale. Le questeur, c'est le trésorier de l'Assemblée nationale. D'accord? Donc, il était député, trésorier, disons, questeur à l'Assemblée nationale, président de la Commission nationale des bourses. Et il était le président de l'association des ressortissants du Nord Togo, à Rento. Et c'est là où il disait que je suis le président du président de la République. D'accord? Il était tout puissant, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Je lui ai dit, après mon bac, j'aimerais, si vous m'en donnez l'occasion, avoir une bourse pour aller faire les beaux-arts. Parce que j'ai les arts dans les veines, dans mes fibres. Il m'a dit, bon, on va former. Tu sais, comme tu écris bien, je peux te trouver une place à la chancellerie pour que tu remplisses les diplômes. Au moment où mes camarades qui étaient, excusez-moi, qui le voyaient rien, on leur a donné des bourses qui sont même allés brûler parce qu'ils n'ont rien foutu là-bas. Pourquoi je sors cette anecdote? Aujourd'hui, après tant d'années d'études, après le bac, à l'université, j'ai fait beaucoup de facultés à l'université. Après tant d'années d'expérience professionnelle, aujourd'hui, je me retrouve mieux dans mon travail de décorateur, d'architecte d'intérieur, qui est un peu comme les beaux-arts dont je rêvais quand j'étais tout jeune. Cela veut dire que si on m'avait déjà mis dans les beaux-arts, aujourd'hui, j'aurais une réputation mondiale. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'après tout ce grand parcours, je me retrouve plus à l'aise dans ce travail-là, plutôt que tout le travail, tout l'apprentissage intellectuel que j'ai eu. Si le camarade Julien était dans un système éducatif éco-souverainiste où on découvrait les métiers dans les années de collège qui prennent 3 ans, il allait découvrir le métier d'art. Et aux années de lycée, il allait choisir le métier des beaux-arts. Et il allait continuer plus tard dans les pays pour perfectionner. Malheureusement, le système faisant défaut, on lui imposait d'être un littéraire.
Il est, des choses dont je n'avais même pas besoin. il est devenu l'anthropologue. Oui, bien sûr. Ça ne me fait pas trop mal parce que ça m'a permis quand même d'avoir une ouverture d'esprit. Mais ça n'est pas au fait de la technicité que je devais avoir. Il y a une soif à son niveau et il se retrouve mieux aujourd'hui. Quand il est devenu indépendant, il se retrouve mieux, il s'exprime mieux en faisant de la décoration parce que c'est à cela qu'il a aspiré depuis son enfance. Donc le système doit être réformé. Il ne doit pas être réformé en se calquant que ce qui a été déjà fait. Quand votre chaussure est versus, est-ce que qu'est-ce que vous faites? La chaussure que je porte ici, une fois que c'est bouffé, la semelle est bouffée jusqu'à rentrer dedans, qu'est-ce que je fais? Je dois réparer. Ça se jette. Des réformes de ce qui ne marche pas, c'est considéré comme une réparation de quelque chose qui ne fonctionnera jamais. On jette ça et puis on prend une nouvelle chose. Une sauce pourrie, hein, des moi. Yaya. Oh, non, les deux là même, Yaya et moi là, qu'est-ce qu'il y a devant? Hein? Ah, il y a une autre expression, Sakba. Ça veut dire que ça c'est, si tu prends une goutte de cette sauce, si tu poses ça sur ta langue, tu es non seulement intoxiqué, mais c'est de l'empoisonnement. Tu peux en mourir. Donc, quels que soient les efforts que tu peux faire à renforcer ça, à mettre du piment, du sel, à mettre des tranches d'oignon, de la potasse, quand tu finis tout, je sais faire de la cuisine aussi un peu quand même. Quand tu finis tout cet effort pour récupérer cette sauce pourrie, tu ne seras pas à l'aise avec. Hein? La pâte peut être bien chaude, mais quand tu prends ça, tu mets ça dans cette sauce, tu vas réfléchir un peu. Le système n'a plus besoin d'être réformé. On passe carrément à un changement de système. Raison pour laquelle nous disons chez les éco-souverainistes ce que nous pensons. On maintient les 13 ans, on fait les 6 premiers pas, on fait les 6 premières années pour que les enfants sachent écrire la langue. La deuxième partie va durer 3 ans, l'année de collège au lieu de 4 ans. Vous voyez qu'on change déjà le système, hein? Écrire et calculer, bien sûr, écrire et calculer. On va aller dans le fond, dans la profondeur. L'année de collège, on le maintient, mais on va le réduire à 3 ans au lieu de 4 ans. L'année de lycée, on ramène ça à 4 ans. Mais il n'y aura plus de baccalauréat. Et les 13 années seront sanctionnées par un diplôme de technicien. Pour que chaque citoyen soit opérationnel après 13 années. Pour qu'on le mette au même niveau qu'un enfant qui vit dans la campagne, qui n'est pas allé à l'école, qui est acteur économique déjà à 10 ans et à 19 ans, qui est contribuable. C'est une contribution tout en disant que le système proposé par l'éco-souverainisme réduira considérablement la pauvreté. Et il faut dire que le cas même, je me fais le rapprochement par rapport actuellement au système chinois, qui fait que tu dois savoir déjà, si tu veux faire un cycle long, tu dois te préparer à faire le cycle long. Déjà avec les DT, le diplôme de technicien, tu sais que tu es dans un système de cycle court, mais avec une formation pratique à la main. C'est ce que moi je dis. Bon, pas plus que hier, j'étais à ODEF pour prendre le plan. Et puis je discutais avec le monsieur. Et puis il me demandait qu'est-ce que je sais faire. Et je lui ai dit non, je ne sais rien faire. Il dit mon frère, faut pas attendre le gouvernement pour faire quelque chose. Ça dit, il faut. C'est là il disait que lui souhaiterait, parce que dès déjà le cours primaire, il faut qu'on apprenne les enfants au moins à savoir faire quelque chose de pratique. Que c'est ce que nous racontons aujourd'hui. Il y a assez de diplômés qui ne savaient rien faire. Et puis il me donnait l'exemple d'un monsieur qui a eu
la licence, il a conduit Zemija fatigué. Un jour, il s'est levé, il a décidé d'aller cultiver. Et il disait que actuellement, quand je vois ce monsieur, je ne veux pas le reconnaître. Il a cultivé dans 3 ans, l'igname seulement est à Agou ici. Que la voiture, il roule avec ce qu'il vend chaque année, ce n'est pas possible. Que de faire quelque chose. Merci. Imaginez que vous avez eu un DT, un diplôme de technicien, après 13 ans d'études, l'équivalent de bac. Qu'est-ce que vous allez répondre à ce monsieur qui vous a posé la question à ODF? Normalement, je dois lui répondre que je sais faire ceci, je sais faire ceci. Je suis technicien dans ça. Oui. On est d'accord? Oui. Aujourd'hui, quand tu as bac D, bac A, bac je ne sais quoi, vous faites rien. Oui. Seulement nous qui avons fait le système technique, moi j'ai fait le bac G3, donc je suis commercial, je dirais la personne, je suis commercial. Celui qui a fait G1, il dira que je suis secrétaire. Un administratif. Ah, précision. Ah oui. Ceux qui ont fait les F, ils préciseront que je suis ça. Mais en dehors de nous qui avons fait le système technique, quand on pose la question à tout le reste, ils ne savent rien faire, ils ne peuvent pas répondre. Qu'est-ce que vous en dites du système éco-souverainiste? Non, mais je pense que c'est un bon système. C'est un système qui serait vraiment adapté à notre société aujourd'hui, surtout à la société africaine. D'autant plus que, vu la crise qui sévit actuellement, si on adopte ce système-là, on aurait vraiment épurgé de l'Afrique beaucoup de mots, quoi. Camarade? Ouais, bonjour. Au fait, le système éco-souverainiste, en fait, on n'a rien à dire par rapport à ça, c'est un système très positif. Mais là où le problème se pose, c'est au niveau de la faisabilité, parce que ce système va rencontrer beaucoup de difficultés, parce que, bon, d'abord, du côté des politiques, et puis du côté des diplômés eux-mêmes, parce qu'ils verront leur titre et leurs prérogatives en fait, remis en cause, parce que en fin de compte, les titres qu'ils avaient dans l'histoire de professeur, docteur, machin, tout ça sera remis en cause. Et puis bon, il y aura beaucoup de résistance en fait pour la réaction. Merci beaucoup, camarades. Nous bâtissons l'avenir, la génération à venir. Nous sommes déjà membres de la génération sacrifiée. Quel avenir voulons-nous construire pour nos enfants? Le système éducatif que prône l'éco-souverainisme, c'est préparer l'avenir des leaders de demain, des citoyens perspicaces de demain. Bien sûr, il y aura une migration et on fera ce qu'on appelle l'équivalence ou la reconnaissance des compétences. Dans un tel système, je vous dis que c'est pas la volonté politique que le nouveau système éducatif va s'implémenter. Quand il y a la volonté politique, il y a les moyens. Bon, Malé pourrait dire plus tard que là où il y a la volonté, il y a le chemin. Donc là où il y a la volonté politique, tout est possible. Pourquoi? Comment vous pouvez comprendre qu'au même moment au Togo, on enseigne des programmes d'un système qui a été reformé en 1975, au même moment, les mêmes Togolais enseignent dans un système très avancé, le système français, le système britannique. Et c'est les Togolais qui le font. Ce ne sont pas les Blancs. Il n'y a aucune difficulté en la matière. D'ailleurs, l'éco-souverainisme pense que l'État, il va être seulement garant du système, mais c'est les privés qui seront des acteurs du système comme dans toute économie forte. Vous allez au Canada, le système éducatif, bien sûr, l'État, il est le régulateur. Mais les programmes qui sont dispensés, c'est les privés qui dispensent, qui tiennent le secteur. Et même les programmes de formation sont imposés par le patronat. C'est les entreprises qui proposent aux universités ou aux écoles quelle formation il faut faire en fonction de leurs besoins. Est-ce que vous comprenez un peu? On serait dans un système où l'État n'aura plus de monopole sur l'éducation. Il définit le système et
Mais le point sur la finalité. La finalité, c'est que 13 ans d'études sera sanctionné par un décret. Que tous les Togolais ou tous les Africains soient diplômés, soient des techniciens après 13 ans d'études. Quelle que soit la matière que vous avez choisie. Et c'est les privés qui vont tenir le système. Concernant le truc, en Chine, on parle d'instance nationale, qu'il y a une instance nationale de décision du développement des ressources humaines. Donc c'est elle qui se charge de définir, donc, comme vous l'avez dit, des programmes allant dans ce sens. Il est trop chinois. Ok, merci, chers camarades. Ma question concerne le système que préconise l'éco-souverainisme. Donc, j'aimerais savoir si le système là qu'il veut préconiser là va venir compléter, parce qu'on sait que l'enseignement technique va un peu dans le même sens que l'éco-souverainisme qu'on dit maintenant. Est-ce que ça viendra compléter l'enseignement technique ou bien ça va l'engloutir? Merci beaucoup, camarades. Ça prouve que le camarade a suivi très bien les perspectives éco-souverainistes. Il n'y aura plus d'enseignement technique et général. C'est fini. Le système éducatif, que tu sois fille ou garçon ou musclé ou mince, vous êtes tous dans le même bateau. Et vous finissez tous avec le diplôme de technicien 13 ans d'études après. Et ceux qui veulent continuer à l'université iront à l'université, dans la même filière. Il n'y a plus d'enseignement général ou d'enseignement technique. Nous voudrons que tout Togolais soit nanti d'un diplôme de technicien quand il fait 13 ans d'études dans notre système. L'équivalent de bac dans d'autres pays. Mais lui, il est technicien. Il dira, je suis comptable. Quand on lui pose la question, il ne dira pas que je n'ai rien fait, je ne sais rien faire. Il saura faire quelque chose. J'ai répondu à la question. Vous êtes convaincu? Oui, ça me va. Camarade Fatim, votre enfant va fréquenter dans ce système, c'est bon pour vous? Oui, c'est très bon. Parce que les 13 ans d'études ne nous fournissent rien. Donc, je vois que si on change le système et que les enfants évoluent dans le nouveau système, on voit que le poids des dépenses pour nous aussi serait moins. Ça va. Ok, camarades. Ok, merci. Vu le thème qu'on a abordé aujourd'hui, il s'agit d'une... en fait, on a dit en 13 ans, d'années d'études, ainsi de suite. En fait, on a parlé de la langue. Mais au niveau des perspectives, je ne vois pas... en fait, on n'a pas ressorti... Bon, je vois la fin de l'éducation. Mais on n'a pas ressorti l'importance de la langue dans les perspectives. Puisque si on a fait 6 ans pour étudier, bon, à quoi ça va servir maintenant quelqu'un qui a fait la langue? Ou bien, bon, l'importance de la langue finalement, c'est quoi? Merci beaucoup, camarades. Et cette question, elle est profonde et ça mérite même carrément un autre thème. Oui, on l'a fait sciemment. Nous ne voudrons plus qu'on fasse 13 ans juste pour savoir parler et écrire les langues étrangères. Nous voudrons qu'à la fin de 13 années, on sorte technicien. Mais bien sûr, pourquoi nous avons mis l'accent sur savoir écrire et faire des calculs les 6 premières années? Parce que c'est très important. Quelle que soit la langue dans laquelle nous voulons développer nos programmes d'enseignement, il faudrait que l'élève sache écrire cette langue. Et nous sommes convaincus que l'enfant parle déjà cette langue dès la base. Ou même si l'enfant ne parlait pas cette langue dès la base, il a 6 ans pour apprendre cela. Donc, parler, écrire et savoir parler, c'est les 6 années. Ça s'arrête là. Dans le système éco-souverainiste, on ne va plus enseigner les langues modernes. On n'en a pas besoin. Il n'y aura plus quelqu'un qui aura l'agrégation en français ou en allemand. Il ne nous sert à rien. On supprime certaines matières, certaines facultés systématiquement. Pourquoi j'ai dit que l'anthropologie sera un métier? C'est un métier. La philosophie, c'est un métier. La psychologie, c'est un métier.
Pourquoi j'ai dit que la comptabilité c'est un métier? Pourquoi j'ai dit que la sociologie c'est un métier? Parce que c'est utile pour la société. Mais nous pensons, nous les éco-souvenirs, que l'anglais, aller étudier l'anglais, aller étudier l'allemand à l'université, pour nous on n'en a pas besoin. Je préfère qu'on enseigne le cabinet à l'université pour qu'on nous ait des spécialistes de nos langues. Je préfère qu'on enseigne Kotokoli à l'université, le thème à l'université. Je préfère qu'on enseigne Yévé. Je préfère que dans chaque localité on enseigne dans la langue locale. Je préfère. Parce que quand vous allez en Turquie, vous parlez français, personne ne vous comprend. Vous parlez anglais, personne ne vous comprend. Ils parlent turc, terminé. Mais ils sont développés. Vous allez en Chine, vous êtes obligé de faire signe des fois. C'est peu de personnes qui parlent anglais. Ils sont puissants. Nous diluons l'impact de la langue étrangère dans le système éducatif éco-souverainiste. C'est pourquoi nous ne mettons pas l'accent sur la langue étrangère. Mais nous considérons que les 6 premières années permettront à l'apprenant de savoir écrire et parler la langue dans laquelle il va étudier, il va continuer ses études. C'est fait exprès. Nous ne voulons pas avoir des ennemis, mais nous voulons juste développer notre économie. Et en complément de... En complément de ce que King vient de dire, de donner comme réponse à ta question, je voudrais te rassurer que cette formulation du sujet, c'est juste la conclusion de l'analyse éco-souverainiste sur le système éducatif actuel. C'est cette conclusion qui est transformée en sujet, en thème. C'est-à-dire que quand on finit toutes les réflexions sur le système éducatif togolais, voici ce à quoi on aboutit. Et c'est ça que nous avons transformé en thème du jour. D'accord? En fait, l'allusion qui est faite ici, ce n'est pas forcément par rapport à la langue. Voilà. Exactement. C'est l'utilité de l'éducation. Voilà. Merci beaucoup, camarade Julien. C'est quoi qu'il a apporté? Oui, applaudissez-le parce qu'il a apporté un aspect très important à votre question. Ouais. Sorry. Et puis ici, je veux bien comprendre, on est parti de la langue. Parce que avant de dispenser les cours, bien avant d'apprendre un métier, quoi que ce soit, c'est par une langue que la connaissance sera véhiculée. Donc, on est parti de la langue pour aboutir à ces recommandations. Ok, c'est bon. Nous n'avons plus donné trop d'importance à la langue. Nous avons réduit ça à 6 ans. Au lieu de 13 ans. Nous allons étudier pendant 6 ans juste pour savoir écrire et lire la langue étrangère. Pour la langue dans laquelle nous allons véhiculer nos connaissances. Au lieu de 13 ans, nous l'avons réduit à 6 ans. Autrement dit. Je vais donner encore. Voyez, quand je parle, je donne des cas concrets. Ma maman, celle qui m'a mise au monde, fut à Kosovo. D'accord? Mon papa est de Moitié. Très bien. Je l'ai perdu en 1983. J'avais 16 ans. J'étais en classe de seconde. Avant sa mort, quand tu arrives dans notre maison, puisque notre papa aussi parlait à Kosovo, il est de Moitié, mais il parlait à Kosovo. Peut-être que c'est des centres là qui lui a fait la cour. Mais la Kosovo que moi je connaissais, que moi j'avais sur ma langue, quand j'ai perdu ma maman en 1983, ça fait combien d'années? 38 ans, n'est-ce pas? Ça fait 38 ans, hein? Aujourd'hui, je parle cette langue de façon très châtiée, plus que les Akoso même. C'est juste pour vous dire qu'on n'a pas besoin de tant d'années pour apprendre la langue. Puisque quand vous êtes, surtout quand on est enfant, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans,
C'est pourquoi c'est prouvé même qu'un enfant, s'il est dans des milieux où on parle beaucoup de langues, il peut connaître toutes ces langues. Très rapidement. Le reste, c'est des approfondissements. D'accord? Donc c'est pourquoi on n'a pas besoin de consacrer tout un cycle éducatif pour uniquement la langue. C'est une perte de temps. Parce que dans la petite enfance, déjà, on l'a déjà appris. Merci beaucoup. Je pense que nous avions été perspicaces aujourd'hui. Nous sommes à la fin. On donne 1 minute de parole à notre rapport qui veut intervenir rapidement. 1 minute sans nous parler. Ok. Et je remercie l'orateur parce qu'il a eu le mérite quand même de nous faire ressortir et de nous faire économiser 7 ans. Hein. Je crois qu'on avait 13 années juste pour lire et écrire. Mais grâce à l'éco-souvenir, on a économisé 7 ans pour produire. Je crois que c'est une avancée très approfondie. Également, l'éco-souvenir a ce mérite quand même de créer une génération de dirigeants. Parce qu'au départ, on avait une éducation informelle. Le blanc est venu, il a formalisé. Il a pris nos frères, il les a inculqués, son curriculum. Donc, automatiquement, il ne peut que les servir. Avec leur système de bourse et ses consorts. Maintenant, avec cette génération d'éco-souverainistes, nous allons aussi formaliser notre système. D'où on a réduit ça de 13 ans à 6 ans d'abord juste pour les écrire, 4 ans pour découvrir les métiers et 3 ans maintenant pour se spécialiser. Mais il y a un fait aussi que je voulais aussi ajouter, c'est que 18 ans, avant de rentrer à l'université, il faut passer par le service militaire obligatoire. Parce que ça permet de nous inculquer les valeurs civiques et citoyennes. Ça permet de nous discipliner. La rigueur, la méthodologie, c'est très capital. Là, on constitue en même temps une armée de réserve. On peut servir bien la nation. Merci. Merci beaucoup, camarade Paul. Nous sommes à la fin de notre agora de ce soir. Nous sommes un peu nous avons dépassé un peu l'heure. Et camarade, ça va? Rappelle-moi ton nom. Fabrice, hein? Qu'est-ce que tu dis de l'agora de ce soir rapidement? Ok, l'agora de ce soir vraiment nous a permis de découvrir beaucoup de choses, beaucoup de terres qu'on a longtemps accumulées. Bon, je crois que ça va aller. Merci beaucoup. Je vous souhaite mon retour chez vous. Et il y a un nouveau parmi nous que nous voulons bien découvrir. Vous êtes nouveau, non? Vous n'êtes pas nouveau? C'est la première fois que je vous vois. C'est la maille de PDG. Ah, d'accord. Donnez-moi votre avis. Ok. De vos impressions. Ok. Tout d'abord, j'aimerais remercier toute l'assistance. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis Amédon Senam Edem. Je suis responsable commercial à Canton. Ok. Bon, en dépit de tout ce que nous avons appris ce soir, je voudrais nous appeler en tant que citoyens éco-souverainistes et parents, même si certains ne sont pas encore parents, je voudrais nous appeler à plus de conscience et nationaliste, de faire un sursaut d'orgueil, de commencer l'éducation de cette nouvelle génération que nous voulons mettre au devant de la scène depuis la maison. Savoir parler à nos enfants dans nos langues pour leur faire comprendre que la langue maternelle est la langue dans laquelle on peut mieux exprimer ses connaissances et ce que l'on voudrait dire. Si on commence l'apprentissage à la maison, je pense que dehors, ce serait plus facile et assimilable pour tous. Et inculquer surtout des valeurs citoyennes à nos enfants. C'est ma plus grande préoccupation parce qu'on en a vraiment besoin. Aujourd'hui, c'est la fin de notre agora.